Bonsoir à toutes et tous. Merci beaucoup à l'ENSA aussi, Nancy, pour cette invitation. Très heureux d'être là, très heureux, ça faisait longtemps, comme je disais à Rémi, que je voulais venir voir ce bâtiment, donc c'était l'occasion idéale. Tu as dit le principal, peut-être de notre démarche depuis 2009 avec Cyril et puis toute une équipe, bien sûr, sans laquelle on ne pourrait pas faire grand-chose et puis on ne pourrait pas vraiment faire de conférences. Donc aussi, je pense, on sait Cyril, moi et puis tout un tas de personnes qui seront là avec nous. Le titre, je vais essayer d'expliquer un petit peu. Tout semblait net, puis tout est devenu flou. C'est vrai que tu as insisté, tu dis qu'on a construit une grande partie de notre démarche sur les questions de construction. Et juste derrière les questions de construction, il y a des questions de matériaux. Et puis juste derrière les questions de matériaux, il y a la découverte de matériaux naturels plus récemment. Mais tout ça est très lié à peut-être notre origine ou nos premiers amours, nos héros un peu qu'on a rencontrés pendant nos études et qui nous ont très très vite dit à quel point voilà, la question de la construction restait relativement centrale dans les questions architecturales. C'était à la fois très disciplinaire et en même temps technique. Et c'est vrai que c'est comme ça qu'on a construit tout simplement notre trajectoire, et je pense que je m'adresse beaucoup aux étudiantes et aux étudiants ici, de ressembler aux gens. Je pense que c'est quelque chose qu'on assume. On a nos super-héros, nos héros, des hommes et des femmes comme ça qui nous marquent pendant nos études, vivants, morts, mortes, mais qui sont des gens qui nous fascinent un petit peu. Et cette question du logement, qui semble être la grande thématique du cycle, on va l'aborder à travers justement cette question de la construction et jusqu'où la construction et les matériaux qu'on met en œuvre sont-ils capables de générer des textures d'espace, des types, une typologie. Qu'est-ce qui fait que voilà, quand on voit une brique, une pierre, du béton de chanvre, de quelle manière est-ce que ça va avoir un impact sur la qualité du logement et plus largement sur notre capacité à l'habiter, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Tout semblait net, puis tout est devenu flou. Ça vient justement d'une sorte de trajectoire qu'on se raconte depuis récemment, en expliquant que tout semblait net au début quand on a démarré l'agence et qu'on s'intéressait peut-être principalement à des questions de gravité, d'assemblage et de tectonique de matériaux. On essayait de ressembler, vous allez voir, Auguste Choisy, en essayant de voir comment structure, construction, espace pouvaient faire comme ça parcours commun. Puis tout est devenu flou, c'est assez récemment, et les questions de confort, elles sont assez récentes pour nous. C'est quand on a découvert que peut-être que l'isolant et la thermique de manière plus générale, avec nos associés, amis, Laurent et Grégoire Mouly, qui sont ingénieurs, comment est-ce que peut-être les questions du climat et donc la nécessité de réguler peut-être les échanges entre intérieur et extérieur, peut-être que la consommation d'énergie que nous devons réduire pour maintenir un certain confort à l'intérieur des bâtiments, est en train d'ébranler ou de flouter peut-être cette idée qu'on se faisait du rationalisme constructif tel qu'on l'avait rencontré avec Auguste Choisy. Donc la conférence, elle va se séparer en deux comme ça. La conclusion sera puis tout est devenu flou. Et au départ, on va commencer par ce qui nous semblait net. Donc tout nous semblait net jusqu'à récemment. Et donc voilà, pour le répéter, c'est cette figure Auguste Choisy qui est pour nous peut-être une des figures les plus importantes avec évidemment il y en a d'autres, Viollet-le-Duc, Anatole de Baudot, Labrousse qui était plus praticien lui, mais Auguste Choisy il avait cette grande force de l'observation, de l'archéologie, il avait cette grande force du dessin et cette espèce d'ambition justement comme je le disais d'associer des questions d'architecture et des questions de construction. Ce qui aujourd'hui semble très évident, mais ce qui à l'époque il n'était pas du tout. À l'époque c'était les styles, c'était les questions de l'académie, c'était l'image des bâtiments, c'était presque le postmoderne avant le moderne, c'était quelque chose de très très fort au tournant du 19e siècle, milieu du 19e siècle jusqu'à la fin du 19e siècle, où finalement les questions de construction, ce que Jacques Lacan appelait le paradigme de la construction, c'est-à-dire une manière de penser le projet par la construction, naît en 1850 et vient se clôturer un peu en fanfare avec les histoires de l'architecture de 1899 d'Auguste Choisy. Et cette axonométrie qui montre comme ça la relation possible entre une voûte, des briques, un second œuvre, donc des parements, des choses. Cette idée de la construction comme science totale, comme technique totale, nous a toujours beaucoup fascinés. Et donc c'est comme ça qu'on a construit presque le début, voyez, de notre
comment dire, de les prémices. Vous voyez, ça c'est c'est le premier projet qu'on a eu en mission complète à Paris, qui est un bâtiment de 17 logements rue Oberkampf dans le 11e. Je vais passer assez vite sur celui-ci parce que c'est un projet qui commence à avoir un peu plus de 10 ans. Mais c'est avec mimétisme, et on l'assume complètement, on a voulu très très fort ressembler à ce qui était en jeu chez Auguste Choisy. Et dans la relation avec la ressource, comment est-ce qu'on transforme une ressource, qui est quelque chose qui existe déjà dans les histoires de l'architecture à la fin du 19e siècle. Par opportunité, on prend de la pierre, du sable, de l'argile, du bois, en fonction des civilisations dans lesquelles on évolue, en fonction des territoires dans lesquels on est, et on les transforme en éléments d'architecture. Et le projet qu'on a livré comme ça en 2017 pour la RIBP, qui est un grand bailleur social parisien, on cherchait vraiment à mettre en œuvre, vous voyez, ces leçons apprises avec Auguste Choisy, en tâchant, par une espèce d'intérêt tout nouveau et très naïf qu'on avait pour la pierre calcaire, de ressembler à l'haussmannisme, au bâtiment parisien, à voir comment ce bâtiment-là pouvait faire partie d'un contexte, peut-être plus qu'être un objet à part entière. Et on a redessiné comme ça tout un tas de parties du projet par fragments, donc aussi avec la méthode d'Auguste Choisy, comment est-ce qu'on vient regarder un peu dans les détails le fait constructif, et on le dessine, on le comprend, et on essaie d'imaginer quel équilibre on trouve entre du béton, de l'acier. Là, on voit une petite colonne en acier blanche qui vient reprendre un peu de charge d'un béton en porte-à-faux, qui viendrait sinon, par un principe d'arrachement, on est obligé de venir avec un petit poteau blanc. Et comment toutes ces matérialités-là, pierre, béton, vous voyez, fer ici, enfin acier, ou ici sur la façade sur cour, avec en béton, où tout d'un coup on a un désir de franchir une baie un peu plus importante pour offrir peut-être un tout petit peu plus de lumière à des logements. Voilà, comment est-ce qu'on cultive cette idée de l'hybridation, cette idée de l'équilibre entre les différentes matières, de manière à construire un environnement intéressant, vous voyez, et peut-être qualifié pour les logements. Le plan, il va se construire aussi sur cette idée fin 19e qui est l'insertion du métal dans les bâtiments à la fin de l'haussmannisme à Paris, qui au départ étaient des bâtiments qui étaient tous très, très pierre, et puis qui finalement, avec les révolutions industrielles et tout un tas de matériaux qui sont venus un peu ébranler ou peut-être augmenter les savoir-faire constructifs, eh bien vous voyez que le plan là qu'on propose ici, il se range à travers des grandes files porteuses en métal qui viennent comme ça ordonner de manière assez simple les pièces humides sur la partie de gauche, qui est la partie, on voit tout à gauche la rue Oberkampf. On a un logement avec 3 chambres qui donne sur la rue Oberkampf, traversant avec une cour centrale, une cour intérieure, pardon. Et puis ensuite, sur l'aile, la partie en L à droite, là vous voyez les différents gradins qui à chaque fois perdent une chambre, et qui toujours profitent de cette idée de l'hybridation, de la capacité de la structure, donc de la construction, à ranger, entre guillemets. Pas tout à fait à parler de la typologie, parce que ça c'est encore une autre histoire, mais à ranger le plan de manière à ce qu'on puisse, à terme peut-être, les modifier aussi en assumant la dimension très ponctuelle de la structure. Vous voyez une photo du chantier où là on voit tous les matériaux qui sont en œuvre, la pierre massive porteuse, donc qui reprend la charge des planchers en bois massif CLT, qu'on va garder apparent en sous-face, et puis ces fils structurels en acier qui viennent, comme je l'ai expliqué, arranger le plan, et qui sont peut-être une manière d'expliquer que le bâtiment, c'était aussi un souhait qui n'était pas tout à fait celui d'Haussmann, mais enfin en tout cas d'Haussmann et ses compères bien sûr, mais de ce temps de la transformation de Paris. Mais comment est-ce qu'on allait arriver, voilà, à inclure comme ça, quand on dit qu'on construit en pierre, c'est pas tout à fait vrai, on construit en pierre, et puis en bois, et puis en acier, et puis en chanvre, et puis il y a tout un tas de cacailleries, et puis vous voyez les réseaux qui commencent à s'enfuir. Donc cette espèce de culture très choisie de l'hybridation et de l'assemblage des différents matériaux. Mais la pierre, là on le voit depuis un logement, un logement traversant, la pierre et la texture du bâtiment qui va devenir aussi un premier plan. Très important pour nous d'expliquer que le projet et les logements et les qualités du logement, elles sont peut-être pas forcément dans le type qui est, on va le dire, je voyais les étudiants de la 3e année qui étaient allés à Zurich et dans lesquels les questions typologiques, de recherche, d'expérience sont très 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 riches. En France, les choses sont plus millimétrées, je dirais, dans les grandes expériences d'éthique. On a beaucoup moins de marge de manœuvre, donc c'est pour ça que nous, on s'est vraiment concentré sur la qualité du premier plan, la qualité de la construction, quel contexte on offrait au logement pour que les types et les manières d'habiter soient depuis l'extérieur ou cette fois-ci depuis l'intérieur, où vous voyez à peu près les planchers bois qui viennent comme ça qualifier, texturer à nouveau chacun des espaces.
Et cette expérience, elle nous a permis d'aller ensuite gagner un concours qui va démarrer en chantier, là, qu'on a gagné en 2020 et qui démarre en chantier à peine dans le 13e arrondissement, qui est le même principe de béton, plancher bois et façade en bière porteuse, mais cette fois-ci sur une hauteur de 50 mètres. Et donc explorer ce savoir-faire, mais cette expérience, cette expertise de la construction en pierre et hybride en bois-béton, dans un bâtiment qui est un tout petit peu plus grand, mais qui reprendra exactement les mêmes principes. Donc là, vous voyez la coupe, donc en bleu le béton, en orange clair, on va dire, le bois, et en orange foncé, la pierre qui va reprendre les charges du projet. Et donc cette expérience de construction qui va qualifier aussi tout l'intérieur de cette espèce de petite cathédrale hybride qui vient voilà connecter sur un socle un niveau haut qui est à droite, qui est l'avenue Champ-Simon, et à gauche la rue Berlier, donc qui rentre dans toute cette histoire de la ZAC, vous savez, de la couverture des voies ferrées de la gare d'Austerlitz à Paris-Est, tout le 13e arrondissement comme ça, qui est dans une grande tradition de niveau artificiel, niveau naturel. Donc il y a un premier socle et ensuite le bâtiment vient se poser par-dessus. Des petits schémas qu'on aime bien, qu'on fait avec les ingénieurs, qui expliquent un peu la descente de charge. Donc comment est-ce que on part d'un besoin de pierre à 20 mégapascales, c'est la résistance à la compression des pierres qui est relativement mesurée et faible dans les étages, et qui forcément, quand les charges s'accumulent, deviennent beaucoup plus importantes jusqu'à arriver à 45 mégapascales dans les niveaux inférieurs que vous voyez ici en orange, avec des petits points de friction et de tension importants dans les angles dans lesquels on a besoin de pierres un tout petit peu plus solides. Ça, c'est le schéma, donc vous voyez qu'il reprend ce qu'on avait déjà un peu esquissé avec la rue Oberkampf, où on tient à ce que la mesure des choses soit liée à la mesure de la construction, à la mesure de la structure. Donc on va venir, peut-être on aurait pu éviter de mettre ces poteaux. Vous voyez la dalle de gauche, qui est la dalle du noyau en béton, et la façade en pierre, il y a environ 6,50 m d'écart. Mais on a quand même tenu à rajouter un poteau béton entre ces 6 mètres, alors qu'une dalle aurait pu largement en béton la franchir. Mais pour éviter un déport de charge trop important, vous voyez, sur les façades, on a mis un poteau intermédiaire et ensuite un dernier rang. Alors ça a un peu évolué, maintenant c'est bois-béton, mais l'idée c'est que en fait, le béton puisse rester le plus loin possible de la façade en pierre, mais assez proche pour pouvoir l'aider nécessairement, et donc économiser de la matière, économiser des moyens, pour éviter d'alourdir trop considérablement les façades. Et donc le plan, il va se construire à nouveau sur cette idée structurelle. La mesure, ici ce sont des pièces, tout à l'heure vous voyez les choses étaient rangées un peu différemment avec les pièces d'eau. Et dans ce cas-là, c'est des systèmes un peu de pièces carrées, où on regarde un plan presque sans couloir. Vous savez, c'est ces types de plans dans lesquels il n'y a finalement pas de corridor, ou alors ils sont tout petits. Et on va travailler comme ça sur des pièces de vie composées de quatre petites pièces, on va dire, entre 11 et 12,5 mètres carrés, composées à chaque fois d'un espace extérieur, d'une cuisine, d'une salle à manger et d'un séjour. Et donc c'est ce qu'on appelait un peu nous le carré magique, ce petit carré comme ça qui va venir ensuite être augmenté d'une pièce, deux pièces, et qui va construire comme ça la totalité du plan. Donc un petit zoom à l'intérieur avec quelques usages où on voit presque l'indétermination, à part la position des gaines, nécessairement, où là les choses ont du mal à changer. Mais on s'imagine et on se plaît à raconter une histoire où la structure, comme ça, va laisser la possibilité de quelque évolution que ce soit, et que le bâtiment, à nouveau, va préserver une certaine forme de ce qu'on appelle de dignité par rapport à tous les programmes qui viendront peut-être à terme l'investir. La façade, elle raconte nécessairement de manière un peu massive la descente des charges. Donc on a des trumeaux relativement importants de 1,90 m jusqu'à 2,10 m dans les parties inférieures. Et dans les parties supérieures, on les réduit à 1,60 m, 1,70 m aussi, de manière à intégrer comme ça les contraintes structurelles à l'intérieur de la façade. Donc c'est des façades qui se plaisent, on va dire, à raconter le plein, à assumer le plein, qui ne sont pas des grilles très fines, comme si justement la pierre n'était que des petits poteaux. Là, au contraire, cette idée du mur, cette idée de la maçonnerie devient presque l'idée comme ça du langage de la façade. Et vous voyez là un peu en conclusion de ce projet le socle en béton qui vient relier avec des commerces et des petits équipements les deux niveaux de la rue. Vous voyez les tours de Jean Nouvel, les tours du haut à gauche, qui sont 4 fois plus grandes que la nôtre. Hein. À droite, un bâtiment de l'âne livré récemment en bois. Et vous voyez les différents registres comme ça qui racontent
aussi la fiche de l'eau, l'insertion urbaine, le jeu de quinconce qui avait été prévu par Yves Lion, qui est l'urbaniste de la ZAC, et dans lequel comme ça on vient s'insérer. Une autre échelle, une toute petite maison cette fois-ci, mais qui toujours cherche à associer la question de la structure, la question de l'espace, la question de l'habiter avec la question de la structure. Qu'est-ce qu'un poteau peut offrir dans un logement ou dans une petite villa. Là, en l'occurrence, ce sont pour un couple avec 2 enfants, avec des moyens relativement modestes, à Montpellier, banlieue nord de Montpellier, à Prades-le-Lez, qui nous ont au départ demandé des conseils pour choisir une entreprise de construction qui allait elle-même leur offrir un permis de construire pour construire la maison dans un lotissement. Et là, on s'est empressé de dire un peu par acte, voilà, un peu, je sais pas comment on peut appeler ça, mais peut-être un peu masochiste, mais en tout cas, je pense le désir absolu que l'architecture persiste dans ce type de territoire, donc il y a vraiment une sorte de banalité absolue d'entrée de zone dans la banlieue de Montpellier. Et donc c'est la maison que vous voyez en bas à gauche, là, dans un terrain qui a pas beaucoup de qualité, à part peut-être le fait d'être, c'est ce qu'on voit sur la coupe, en contact, alors déjà de la pente, ce qui est une vraie qualité, puisque ça fait quelque chose de particulier, donc dès que c'est particulier, c'est de la qualité, et ensuite un chêne, un arbre. Et c'est à peu près tout ce qu'on avait pour essayer de construire comme ça un type, une manière d'habiter qui soit pas tout à fait celle qu'aurait été promise par l'entreprise à laquelle il s'était adressé au début. Donc vous voyez ce chêne là avec des photographies qui montrent, voilà, c'est tout ce qu'on a. On a un arbre, donc comment est-ce que la maison et la structure et les espaces vont rentrer comme ça en connexion avec la position, en connexion directe autant que possible avec cet arbre qui va aussi, d'un point de vue climatique, jouer un petit rôle puisqu'il va protéger par son ombre une grande partie de la maison et des espaces habités. Une petite photo du chantier, vous verrez, on montre beaucoup de photos de chantier. Donc vous voyez la structure du plan qui se construit autour d'une structure en béton, avec la photo de gauche depuis le niveau bas et la photo de droite depuis la mezzanine. Donc simplement avec en référence immédiate, vous l'aurez reconnu, à Shinohara, qui avait construit comme ça ses intérieurs japonais à partir d'éléments structurels, lui qui était en bois. Et on vient, voilà, avec juste un poteau et une dalle, eh bien, essayer de résoudre peut-être une continuité spatiale, à la fois une grande continuité de l'espace, vous le verrez, mais aussi comment est-ce qu'il il se partitionne et tout ça. Donc vous voyez, une dalle, et puis la photo de gauche, une poutre en fêtage qui vient reprendre la charpente, et puis un mur de briques de monomure qui vient clore l'espace. Et donc ça, c'est le plan, à nouveau, qui essaie de se ranger à partir des différents éléments de la structure. Donc vous voyez un poteau qui était celui au milieu du plan, puis il y en a 2 autres, l'un qui vient clore la façade, et un deuxième qui vient clore un espace extérieur qu'on tâche d'inclure à l'intérieur du volume, le niveau bas. Donc vous voyez, on rentre par la porte que vous voyez en bas du plan, et puis on monte quelques marches pour accéder au niveau haut, ou on en descend quelques-unes pour accéder au niveau bas. La cuisine en simple hauteur, un grand volume en double hauteur que vous allez reconnaître, et puis une espèce de petit coin pour les parents à droite, et une buanderie tout de suite à droite, et le coin des parents juste après. Et puis à l'étage, dessiné en croix à la double hauteur, puis les 2 chambres des enfants et une petite salle de bain à quelques marches dessous. Donc vous voyez là la maquette qui tâche d'expliquer un peu les différentes positions des différentes pièces, donc aussi la mesure de la pièce qui est liée à la mesure de la structure. Mais en même temps, dans ce plan-là, comme c'est pas du logement collectif et du logement individuel, et que l'espace est beaucoup plus grand puisqu'il fait 129 mètres carrés en tout, alors ce qui n'est pas énorme pour une maison individuelle, mais ce qui est très grand quand même pour un logement, en tout cas dans Paris, eh bien on tâche malgré tout, en jouant avec les pièces, à offrir des situations de plan et des connexions avec l'extérieur. Vous voyez cet arbre qu'on retrouve en arrière-plan de ces 2 colonnes, qui elles-mêmes à la fois construisent le plan, mais lui autorisent presque une certaine forme de, voilà, peut-être de diversité, ou quand on se promène, il y a une toute petite effet pittoresque, où notre relation avec la colonne n'est pas tout à fait la même, selon qu'on la regarde de face, du haut, d'en bas, de biais. Et puis cette vue comme ça de cet espace extérieur, qui est un espace extérieur qu'on a cherché à rendre très très intime, parce qu'il y a des promiscuités, des proximités, des cônes de vue avec les autres maisons qui sont à quelques mètres. Là par exemple, la photo elle est prise, on est vraiment le dos au mur d'à côté, donc il y a très 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 peu, vous voyez, d'espace et d'intimité. Donc cette maison qui à la fois cherche par une colonne et un plan relativement libre à l'intérieur à ouvrir et à s'offrir comme ça des vues par le type, mais au contraire à l'extérieur qui assume une dimension relativement fermée.
Et vous voyez là en arrière-plan l'escalier de l'entrée en bois, un garde-corps, et puis ce premier plan, cette petite façade, et vous voyez tout en haut à droite le premier plan à partir duquel était prise la première photo. Ça, c'est un projet qu'on a gagné l'année dernière à Bruxelles, qui devrait démarrer en chantier aussi, qui était censé être la démolition d'une crèche existante pour transformer en crèche. Donc nous, on a essayé de démontrer que c'était peut-être dommage de casser une crèche pour en refaire une autre, puisqu'il y avait déjà une crèche, et les demandes étaient à 1 mètre carré près plutôt les mêmes. Donc on a dû, dans le brief, contourner le brief du concours pour insister et dire qu'on tenait absolument à ce que cette crèche ne soit pas démolie. Ça a été entendu, tant mieux, donc on a gagné le concours et on vient comme ça insérer une crèche sur 2 niveaux et puis environ 11 logements. Donc c'est un petit bâtiment comme ça qu'on vient insérer entre cet objet trouvé, donc la question de la transformation qui commence à inclure par rapport à la mesure des choses, à la mesure des types, à la mesure des projets, peut-être des contingences qu'on ne choisit pas, donc on hérite. Et puis on agit, on réagit par rapport à ce qu'on trouve, à cet objet qu'on trouve. Et ce qui nous a beaucoup amusé, c'est un petit clin d'œil à, peut-être pas un de nos grands héros, mais quand même quelqu'un qui a été important, Le Corbusier, dans l'architecture moderne, où l'interstice entre les deux éléments de la crèche, ces deux petites barres en béton qu'on voit ici. Donc, vous voyez, vous reconnaissez les deux barres et le bâtiment carré. Ben, ça fait 19,30 par 21 mètres 50, qui est à peu près exactement même les mesures de la Villa Savoie. Donc en fait, on s'est amusé à reprendre peut-être ces codes de l'habitat moderne, la fenêtre en longueur, des excursions peut-être réclamées par les types, des balcons, des espaces extérieurs, et comme ça jouer comme un objet trouvé, donc proposer un objet trouvé dans un objet trouvé, et offrir des situations d'habiter qui allaient comme ça profiter de ces fenêtres, qui allaient sur l'image de gauche passer derrière une cuisine, sur l'image de droite qui allait passer devant un balcon, mais en se plaisant et en jouant comme ça avec un plan qui nécessairement devait être aussi libre, puisque c'était quand même un des 5 points mis en avant dans la Villa Savoie. Et donc cette structure, mais qu'on a, alors la structure, pardon, de poteaux-dalles, donc qui elle, voilà, alors je rentre pas dans les détails, mais elle n'est pas forcément hyper régulière, mais d'ailleurs dans la Villa Savoie elle ne l'est pas du tout, mais on a dû composer aussi avec les programmes de crèche qui sont situés dans les 2 premiers niveaux, et avec un petit biais qu'on a assumé aussi parce que on voulait surtout pas faire croire que le bâtiment était strictement carré, puisque les 2 barres au milieu desquelles on s'insère ne sont pas exactement parallèles. Donc on a préféré assumer le petit biais, comme on dit souvent à l'agence, pour s'adresser autant aux dieux qu'aux hommes. Donc il y a des choses qu'on voit, des choses qu'on voit pas. Et c'est important par moment d'assumer avec un peu d'honnêteté voilà, l'irrégularité des choses. Et les plans, donc il est constitué de 4 logements par niveau. Donc il y a 9 logements en tout, parce que dans le niveau supérieur, ça se dédouble en 2. Et vous voyez à chaque fois les types qui sont sensiblement différents, mais qui jouent de la même idée d'avoir séjour, cuisine, salle à manger, espace extérieur. L'espace extérieur n'est pas tout à fait le même à chaque fois, qui sont à la fois liés à des questions d'orientation, mais aussi, pour être tout à fait honnête, à des questions de composition de façade. Donc tout ça se construit comme ça avec un espace de circulation verticale qui avait pour obligation de ne pas traverser la crèche, et ça nous arrangeait bien, comme ça il est venu chercher de la lumière sur le côté droit. Et de la même manière que la Villa Savoie, comme on vient se coller à un bâtiment existant, les fondations de notre bâtiment ne peuvent pas venir enquiquiner les fondations du bâtiment existant. Donc vous connaissez bien aussi le principe de la Villa Savoie, il y a une toute petite, 2 façades qui sont porte-à-faux, 2 façades qui sont porteuses, et donc on va jusqu'au bout de l'histoire, comme ça, décaler, vous voyez, la structure du bâtiment nouveau, pour ne pas encombrer les fondations que vous voyez là du bâtiment existant. Et cette fois-ci, le bâtiment, lui, il sera construit avec béton de chanvre, donc je reviendrai sur ce matériau après, mais comme une manière de commencer, vous voyez, à proposer à cette lecture et à un bâtiment qui, au départ, n'était pas forcément la Villa Savoie, enclin à se préoccuper de sujets thermiques, alors d'ensoleillement bien sûr, de confort évidemment, mais cette question de la thermique telle qu'on l'endosse, notre génération aujourd'hui, n'était pas tout à fait dite comme ça. Et donc il y a des différents panneaux, qui est une tradition belge du bloc chaud-chanvre préfabriqué. Et donc vous voyez ce bâtiment qui vient s'insérer comme ça. Le chantier devrait démarrer là, on est en consultation d'entreprise, on l'espère à la rentrée. Un autre bâtiment qu'on a
un autre concours qu'on a gagné, cette fois-ci 3 gros dinosaures un peu étranges. Alors le bâtiment précédent est aussi fait avec Apractis, les gens avec lesquels on travaille avons fait tous nos projets en Belgique, on en a 3, celui-ci également, je ne les ai pas cités tout à l'heure, c'est une erreur. Et ce projet-là aussi avec Apractis et A2RC, qui est une autre agence bruxelloise. On a gagné ce projet, là je vais aller un peu plus vite, mais c'est intéressant parce que c'est à nouveau, là cette fois-ci c'est pas la mesure de la structure, mais c'est la mesure d'un rythme, un rythme qui est donné, qui est trouvé, qui est assumé, avec lequel on est obligé de composer, et on doit transformer ces 3 gros dinosaures, enfin c'est des dinosaures récents, mais des espèces de grandes passoires thermiques comme ça, des années 70, qui ont des géométries comme ça un peu étranges, excessivement rythmées, d'1,60 m comme ça, avec lesquels on va devoir composer des logements. Mais ce qui est intéressant, c'est quand on hérite de quelque chose, comme avant, la mesure, ou en tout cas la question du standard, la question du type, vous voyez, la question de l'évidence avec laquelle on a de traiter des pièces et des dimensions de pièces, elle s'affaiblit puisqu'on est obligé de composer avec ce qui existe. Et donc c'est intéressant là parce que, vous voyez, par exemple, quand on fait un petit schéma des circulations intérieures, on a des choses qui sont très, très irrégulières, très particulières. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que ce qui est intéressant, on s'est rendu compte qu'on allait avoir avec les promoteurs avec lesquels on travaille très très peu de mains et de mise et d'emprise sur le dessin des plans. Donc on a dû, comme ça, au fur et à mesure des études, réduire notre intervention au strict minimum, c'est-à-dire la façade, le confort, l'énergie consommée dans le maintien du confort et la zone isolée, en fait, ou la zone non isolée, qui est ce schéma-là, bleu. Donc vous voyez les espaces bleus qui sont le pourtour à la fois de l'isolant et de la pièce extérieure, qui va être pour nous presque le jeu typologique dans lequel on va inclure le projet. Donc ça, c'est l'état des plans. Donc ce sont des plans qui sont mono-orientés, ce sont des plans qui se construisent autour d'un noyau central avec une première bande d'espace entre guillemets plutôt technique. Donc on cherche quand même malgré tout à tenir un certain rangement, une certaine rigueur, de manière toujours à pouvoir proposer d'un point de vue des types quand même une espèce d'ambition, même si elle est fragile pour ce projet-là compte tenu des pressions qu'on reçoit. Et voilà, des dimensions de pièces qui sont toutes, et ça a été ça le combat le plus difficile, toutes comme ça, associées aux dimensions des espaces, dimensions des petits pilastres, comme ça, des espaces, de la façade, des façades existantes. Et ça, c'est un mock-up qu'on vient de finir, donc une échelle 1 du projet. On a dû convaincre notre maître d'ouvrage, donc il a mis des petits moyens pour essayer d'illustrer peut-être l'ambition typologique qu'on avait, ou peu importe la position des cloisons. Ce qui était très important, c'est ce bleu là que je vous montrais juste avant, qui vient soit être isolant, soit être habité. Et ça, c'était important pour nous de voir comment l'épaisseur, donc ce qu'on allait offrir à cette façade existante, allait être sur l'image de gauche. Vous le voyez, un espace extérieur inclus, donc une loggia, mais toujours sans jamais divulguer peut-être la richesse qui faisait, en tout cas ce qui n'aurait pas été possible dans le neuf, c'est-à-dire cette multiplicité, cette multitude de colonnes qui allait avoir un impact très fort. C'est ce que vous voyez sur l'image de droite, ces petites colonnettes comme ça qui deviennent une espèce de perspective permanente dans les logements, et ce qui nous intéressait beaucoup, vous voyez, de ne surtout pas perturber. Donc c'est cette image-là, ce sont chaque pièce et se construit sur 3, ou soit 3, soit 6, soit 9 travées, et avec tout un travail, là je passe peut-être un tout petit peu plus vite pour pas être trop long, de reconduction. Donc vous voyez ce bleu qu'on habite, cette épaisseur bleue qui est à la fois, je vous le disais, espace extérieur, mais qui va être aussi, vous voyez, cette petite pièce, ce petit climat qu'on vient habiter, où là on a eu... alors ça a été bien ébranlé malheureusement récemment compte tenu des dernières réunions, mais cette espèce de double pot où on va offrir de nouveaux usages dans cette épaisseur thermique. Ce qu'on essayait de démontrer, ce qui n'est pas encore gagné, c'est qu'on allait pouvoir se payer un vitrage un tout petit peu meilleur marché, donc moins cher, si on gardait le vitrage existant, et donc peut-être même avoir du simple vitrage à l'intérieur et du simple vitrage à l'extérieur. Et donc faire beaucoup d'économies en préservant cette fenêtre-là, qui est au nombre de 1889 unités, ce qui pour l'instant dans la tête du promoteur a été changé en 2001 et devrait aller à la poubelle. Donc on essaye comme ça, dans ces toutes petites marges de manœuvre qu'on a ici, d'arriver à démontrer
des qualités possibles par la préservation des objets qu'on trouve sur le site, et aussi de voir comment les usages pourraient profiter de cette préoccupation. Puis un petit mot sur la façade, qui est une façade qui, au départ, qui était un peu brutale dans nos esprits, mais qui nécessairement, on s'est appris à beaucoup l'aimer. C'est une façade qui se construit donc avec des travées, je vous le disais, très régulières. Et puis vous voyez dans le bandeau en attique, il y a un étage technique en noir. Alors ça, on doit être obligé de le déposer. Mais un dernier bandeau comme ça, qui prend un rythme sur 3. Et puis des petits triangles qui viennent ornementer comme ça la façade. Et donc on vient étendre avec une structure en bois la plus légère possible, et on vient jouer avec l'apparition ou la disparition de ces trumeaux. Alors là on voit pas très bien, mais avec des jeux de biais sur les panneaux métalliques qui doivent offrir, qui doivent se limiter au maximum de manière à offrir les plus grandes fenêtres possibles. Ça, c'était aussi une demande du client, même si nous, la question du plan nous aurait posé aucun problème, surtout dans les étages, surtout dans les orientations un peu compliquées. Mais là, on a tenu à ce que le vitrage soit le maximum. Voilà, comment est-ce qu'on vient couronner un bâtiment existant et lui offrir peut-être une fin, un rapport au ciel qu'il ne connaissait pas, mais en même temps qui va nous permettre de révéler et d'affirmer encore la lecture qu'on fait. Donc cette espèce d'itération entre le bâtiment neuf, le bâtiment ancien, et comment tout ça devient une sorte d'hybride insécable à la fin. Ça, c'est un bâtiment qu'on a livré en 2022 au Rincy, qui est un bâtiment de 18 logements dont parlait Rémi tout à l'heure. Bâtiment qui vient s'insérer comme ça dans une petite parcelle privée, commune du Rincy, qui est une enclave un peu bourgeoise du 93, qui est un département un peu plus populaire comme ça en Île-de-France. Et le bâtiment comme ça s'insère et vient reprendre différents codes. Ça a été un bâtiment aussi qui politiquement était très 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 compliqué, parce que c'est une copropriété, parce que les gens ne voulaient pas de logement social, parce que l'élu local ne voulait pas de logement social. Donc on a dû, ils préféraient payer, vous savez ce que c'est la loi SRU, qui était une loi pour lesquelles les élus devaient payer une contrepartie s'ils ne développaient pas leur quota de logements sociaux. Vous voyez, c'est le climat dans lequel on est. Mais on a dû comme ça convaincre l'élu et lui expliquer, mais vous allez voir, on va reprendre de la brique. Et on a joué comme ça avec quelques éléments du contexte. Donc la façade débordante, la brique, les linteaux en béton, les fenêtres relativement régulières et les EP. Et c'est comme ça qu'on a accompagné l'élu, donc le maire du Rincy, pour essayer de lui faire re-regarder la ville et pour savoir à quoi tenait la tradition du Rincy et comment est-ce que cette tradition, entre guillemets, très locale, mais qui pourrait s'adapter à toute tradition de la construction brique, était capable de comme ça d'adoucir sa relation avec ce nouveau bâtiment. Où nous, vous avez vu un peu dans les projets qu'on fait, on n'acclame pas forcément l'idée du nouveau. Vous voyez, on est plutôt à l'aise avec l'idée de se connecter dans les contextes, et les bâtiments, comme la rue Oberkampf ou celui-ci, cherchent avant tout à appartenir à des lieux, de manière justement à ce que les logements, par les matériaux, puissent appartenir à des contextes, au-delà presque des types. Donc là, c'est la coupe, la vue inversée par rapport à la photo précédente. Donc on vient s'insérer, on procède à une succession de décalages. Vous voyez la rue, la petite rue, le petit passage à gauche, et une cour à jouissance commune pour le bâtiment à droite, et des jeux de loggia pour offrir des vues principales, parce qu'on était un peu trop proche de la limite séparative, donc on devait pour les chambres offrir des vues principales pour les logements, à travers ces loggias et non pas directement sur l'extérieur. Donc vous voyez ce travail d'insertion, on réimagine les débords, les EP, la brique. Alors ici, cette fois-ci, le bâtiment n'est pas en brique, il est enduit, mais il y a de la brique derrière. Donc comment est-ce qu'on vient vous voyez, se coller et accepter ce collage en réaccompagnant et en réaffirmant comme ça des images, presque des extraits, des fragments comme ça de matérialités locaux. Donc vous voyez là ce que je dis, le bâtiment en arrière-plan qui est le bâtiment qu'on voyait de loin. Donc on a retraduit comme ça le linteau, le débord, la charpente débordante aussi. Ce qu'on voit en arrière-plan tout en haut, je ne sais pas si vous devinez la charpente qui dépasse, donc avec ces différentes solives. Donc tout ça était pour nous presque un jeu, à la fois d'objets trouvés dans le contexte, qui nous permettait de justifier et de défendre notre position par rapport à l'élu. Et le système constructif, cette fois-ci, aussi de manière à texturer et associer système constructif, structure et logement et type,
eh bien, ce sont des maxi-briques. Ce sont des briques qui font 22 par 22 ou 21 par 22 et qui viennent reprendre et qui acceptent les charges de l'édifice. Donc, ce sont des éléments qui sont porteurs. Très important pour nous aussi, le fait que le bâtiment, il n'y ait pas de parement, que la brique, vous voyez une photo du chantier à nouveau, elle puisse assumer à la fois image et à la fois vérité de la construction, et à la fois réalité de la construction, plus que la vérité. Toujours dans cette idée que l'espace et la structure, l'espace et la construction, comme ce que je vous disais tout à l'heure, de manière quand les choses restent à peu près nettes, parce qu'on est toujours dans cette partie-là, eh bien, est-ce qu'on peut, vous voyez, ne pas tricher sur la chose, comme une sorte de ce qu'on doit aux gens, on leur doit la vérité et on leur doit la transparence et on leur doit de leur montrer les choses telles qu'elles sont. Ce qui était, à mon sens, une manière de choisir, de raconter comme ça les différentes civilisations. Le plan, donc vous voyez là qui s'insère, qu'on enlève du contexte, mais peut-être il faudrait qu'on remette le contexte pour bien comprendre la manière qu'ont les types de fonctionner. Et là, vous voyez ces éléments porteurs qui viennent sur la partie haute se positionner en arrière-plan des loggias. Donc il y a 2 cages d'escalier, 4 grands logements traversants. Les étages du dessous, il y a un autre petit logement à droite, un petit duplex, mais sinon le plan courant reste le même, parce qu'on a perdu. Vous voyez, à droite du plan aussi, on a procédé d'un petit retrait de manière à s'insérer aussi avec le bâtiment voisin en arrière de parcelle. Et le plan aussi cherche là à éviter, par la petitesse des standards, là c'est pour immobilière 3F, les chambres doivent faire à peine 10 mètres carrés, le séjour doit faire à peine 18, la cuisine doit faire à peine 7, tout est petit, tout est presque un peu mesquin, franchement, si je peux vraiment être tout à fait sincère. Et on est obligé de composer dans la petitesse de ces espaces. Donc comment est-ce qu'on va trouver de la qualité là-dedans? Comment est-ce qu'on va travailler? Et avec des budgets qui sont nécessairement très très limités. À la limite, le budget, pour moi, c'est pas forcément une contrainte, parce qu'on a jamais, c'est jamais illimité. Mais la question des standards, la question de la petitesse des espaces, là, ce qu'on offre aux gens, ça, je trouve que c'est quand même un problème. Donc on cherche, vous voyez, à travers le matériau qu'on manipule, le même matériau, la même chose, là, cette fois-ci, c'est de la brique, à offrir une qualité de logement. Pour que cette brique, cette vérité de brique, puisse persister autant que possible, aussi loin que possible. Tout à l'heure, c'était de la pierre, tout à l'heure, ce sera du chanvre. Là, c'est de la brique. Comment est-ce que cette matière-là peut devenir une substance et une qualité pour les différents logements? On zoome encore, donc vous voyez, on a l'entrée à gauche ici, dans le renfoncement qui est lié à la présence de la circulation verticale. On rentre dans le plan, on n'a même pas la place pour faire une entrée. Et puis ensuite, on a un petit espace qu'on appelle en plus, qui est une sorte de négociation, vous voyez, qui est entre la loggia et le séjour, la salle à manger. On cherche toujours à séparer autant que possible, c'est pas toujours le cas, mais la cuisine du logement, ou en tout cas dans les grands logements, la cuisine, pardon, des espaces de vie. Et vous voyez ce petit bureau qui vient se mettre entre les chambres, la loggia, et cette loggia qui se construit et qui permet comme ça de devenir une sorte de premier plan en briques, en béton, avec les linteaux qui deviennent, vous voyez, qui étaient linteaux et qui deviennent poutres à l'intérieur des logements, et ouvrir ces grandes baies qui sont des vues principales, puisque comme je vous l'expliquais, les vues secondaires n'étaient pas possibles, enfin les vues principales, pardon, n'étaient pas possibles directement sur le logement. Et là, la situation de la loggia qui est parfaitement à gauche du plan. Et donc là, cette brique qui va devenir presque un arrière-plan de la chambre. Et c'est finalement là-dessus qu'on construit l'ambition, sur le fait que par la persistance de la structure, tout à l'heure c'était des colonnes, ici par la persistance de la brique, comme je le disais, c'est comme ça en tout cas qu'on espère que la qualité du type opère. Et cette connaissance de la brique, on l'a poursuit sur un autre chantier en cours dans le 12e, pardon, à Paris. Je vois après. Dans un bâtiment qui est un peu plus grand, donc cette fois-ci la brique s'autoporte mais ne peut pas porter, et c'est important, vous voyez les façades, pardon, la brique autoporte les façades mais ne peut pas porter les planchers parce que la dimension du bâtiment est trop grande. Donc on va jouer comme ça d'un plan excessivement épais, là aussi sous les pressions un petit peu des promoteurs. On a besoin de densifier, on a besoin de construire alors à la limite qu'on ait besoin de construire beaucoup de logements, ça c'est bien. Mais voilà, dans cette fameuse épaisseur des 28 mètres qu'on connaît bien, donc qui n'existe pas en fait. Donc comment est-ce qu'on fait des logements dans 28 mètres d'épaisseur? Parce qu'il faut rentabiliser le foncier, parce que ça peut être bien, mais ça peut être aussi assez contraignant. Et donc on va venir répéter comme ça, à la fois sur la partie arrière, donc en haut du plan, eh bien des logements en angle, et puis sur la partie inférieure, donc cette fois-ci côté jardin. Pardon si je reviens un petit peu sur le plan masse, donc vous voyez le projet un peu
procéder d'une rotation. Donc il y a la partie avec les petites dents qui s'ouvrent sur le jardin et la partie en arrière qui s'ouvre sur une espèce de grand îlot ouvert qui avait été dessiné par Schweitzer, qui est un moderniste un peu des années 70, post-moderniste, mais pas post-moderne, mais une sorte de modernité un peu tardive, dans laquelle la question de l'îlot ouvert était importante. Je passe un petit peu là-dessus. Mais ce qui va nous intéresser malgré tout, c'est à nouveau, même si on fait entre guillemets, et il faut le dire, je pense un peu des cages à lapins, mono-orientés, des T2, elle est où notre marge de manœuvre en fait? Et je pense que c'est important d'arriver, quels que soient les types de clients avec lesquels on travaille, à trouver quelque chose dans lequel la qualité est possible. Et c'est toujours possible, parce que c'est toujours difficile et ça l'a toujours été. Donc on n'est pas trop du genre à se plaindre, mais je pense qu'il faut arriver toujours à démontrer là où il faut laisser les choses de côté et là où au contraire on a encore un tout petit peu de marge de manœuvre. Et donc là ça va être dans l'épaisseur de cette façade, à nouveau, ça va être dans la qualité qu'on va offrir aux espaces extérieurs. Donc on va parler des espaces extérieurs du bas. Vous voyez une petite maquette, on fait beaucoup de maquettes pour essayer de comprendre comment les choses vont se construire. Et finalement on va venir habiter cette façade en maxi briques qui va venir se dédoubler en plan, vous voyez, et dans lesquels on va venir insérer des petits espaces extérieurs sur lesquels les deux pièces de tous les logements vont donner. C'est à peu près aussi simple que ça. Donc vous voyez l'axonométrie un peu qui raconte toute l'histoire, donc et la construction et le type. Je ne sais pas si c'est clair, ouais, c'est à peu près clair. Donc on a en bleu à l'intérieur du plan une structure entre guillemets poteau-poutre, vous voyez assez habile, on va dire, dans le temps. En tout cas qui pourra permettre un certain nombre d'usages dans le temps, on l'espère, des planchers bois-béton, et puis cette brique que vous voyez en vert, alors elle est beige dans la vraie vie, mais le dessin est en beige, dans laquelle on va venir insérer comme ça une petite dalle en préfabriqué elle-même qui va venir reposer sur un poteau, et c'est la seule chose qu'on va offrir au logement, cette vue biaise, cette double vue biaise, pour construire comme ça une sorte de contexte et d'épaisseur à l'intérieur même du logement. Donc le chantier en temps court, et vous voyez les préfabriqués là, de la partie en allège en bas, et puis cette colonne qui va construire et qui va être finalement l'aboutissement de l'épaisseur. Donc il y a une partie de la façade qui va porter sur la brique, une partie du plateau et de la loggia qui va porter sur la brique, une partie qui ne peut pas être en porte-à-faux et qui va porter sur la colonne, pour construire comme ça cette espèce de relation comme ça avec l'extérieur, comme si la colonne était une manière de raconter le type, de raconter la perspective, de se mettre dans une histoire, alors pardon pour la référence un peu prétentieuse de Piero della Francesca, peintre que vous connaissez aussi bien, et qui à un moment, à travers l'espace, à travers tout le vocabulaire comme ça, de l'Antiquité, allait mettre en avant comme ça les essais de la perspective, et ça nous intéresse quand même malgré tout de voir que dans les projets qu'on essaye de faire, on arrive à cultiver cette espèce d'économie, parce qu'on n'a pas le choix, d'économie de la qualité à travers un objet, en l'occurrence une colonne, de la brique, et comment cette qualité et la concentration qu'on porte sur cet objet-là va nous permettre, comme ici la perspective de Piero della Francesca, raconter l'histoire de la perspective, parce que si la perspective n'existait pas, on ne comprendrait pas comment l'ange Gabriel annonce à la Vierge qu'elle est enceinte, parce que c'est la perspective qui permet évidemment ce mouvement-là. Et donc là, le chantier qui est en cours, et le chantier comme ça qui va raconter cette espèce de répétition, cette espèce, on voyait là dans l'atelier que je visitais tout à l'heure, la nécessité, quand on fait du logement, de répéter la même chose, répéter la même colonne, quelle économie on trouve dans la répétition, comment un type passe d'un standard à la répétition, et c'est exactement ce qu'on essaie de faire par exemple avec ce projet-là. Il me semble que c'est l'avant-dernier projet avant que les choses deviennent floues. Un autre concours qui cette fois-ci démarre en chantier là, à Bruxelles, et à nouveau une lecture très attentive. Là on a Anderlecht, qui est vous savez, Bruxelles est constituée de plusieurs petites communes. Là c'est une commune qui est au sud-ouest pour ceux qui connaissent pas Bruxelles, et qui se construit une identité comme une grande partie de la ville de Bruxelles, et par extension peut-être aussi de plusieurs petites zones en Belgique. Mais voilà, par cette culture de la façade épaisse, cette culture du beau window, cette culture de l'éclectisme, mais plutôt celui de la variation, on regarde un type, on le répète, chacun fait quelque chose, mais chacun tâche quand même un tout petit peu de respecter ce qui est fait dans la rue.
On aime beaucoup l'idée que les bâtiments qu'on essaye de faire, ils appartiennent, comme je le disais, au contexte. Ce sont des rues, surtout dans les traditions européennes, dans les traditions des villes dans lesquelles on construit les projets. Ben peut-être par opposition à d'autres territoires, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Asie, où c'est plutôt des objets dans des grands vides. Pour raconter l'histoire de manière très très courte et vulgaire, on a le sentiment que les projets, dans une capitale comme Bruxelles, ils font avant tout la rue. Donc on a cherché comme ça à récupérer, à venir, c'est des questions de réglementation, hein, mais s'aligner sur la rue et de procéder à une petite couture avec la cour intérieure de l'îlot. Donc vous voyez, je reparlerai de la façade principale. Vous voyez la façade en cœur d'îlot qui vient par des jeux comme ça de décalage reprendre les deux arêtes existantes, donc comme si à nouveau le contexte trouvé venait définir l'entièreté de la géométrie du plan. Donc vous voyez dans la partie basse la rue et dans la partie haute le cœur d'îlot, les héberges qui sont nécessairement continues et avec malgré tout par rapport à ces héberges existantes des jeux de profondeur, soit dans la partie et d'asymétrie où on a cette fois-ci aussi c'est un tout petit projet 8 logements aussi avec Apractis, et on a joué de la symétrie, comme si finalement dans notre bâtiment on n'était pas obligé d'assumer par l'échelle, vous voyez, quelque chose de très très régulier. Donc on a deux types par niveau, un type avec une seule chambre, un autre type avec deux chambres, on le verra après, et donc un grand espace continu, dans les deux cas deux grands espaces continus, et avec comme ça au milieu et de part et d'autre des espaces qu'on pourrait appeler des espaces plus techniques ou des espaces de chambre, des espaces plus servants, et qui vont construire comme ça des alternances dans le plan. Donc vous voyez ces deux grands espaces très continus, c'est des espaces de vie très continus qui sont pour la gauche espace extérieur, pièce de vie, et dans le cas du studio, et chambre, qui peut être très ouverte sur le séjour, et dans l'espace de droite, plutôt cuisine, salle à manger, séjour et espace extérieur. Comme les dimensions et les orientations sont bonnes dans les deux cas, soit on a un espace extérieur sur la rue, soit il reste comme ça sur le cœur d'îlot. Et avec la présence, cette fois-ci, petit décalage par rapport aussi à cette question du plan libre, cette grande question du plan libre qui avait été l'objet aussi d'une conversation entre les types et les logements de la rue Renoir, notamment d'Auguste Perret, et plus tard les logements de Le Corbusier, où là, cette fois-ci, on s'est amusé à, même si ça pourrait donner lieu à autre chose à terme, la position de ces deux colonnes qui donnent à la fois la mesure du plan, mais pas tout à fait. Donc, qui sont des colonnes qui sont assumées. Le collage est un peu maladroit, mais juste pour vous montrer, ces deux colonnes comme ça qui viennent construire, se dissocier comme ça de ces grands espaces traversants pour donner voilà, une vue de ce paysage de rue auquel on participe, en cultivant à la fois une petite ambiguïté, celle de la répétition, donc deux bandes équivalentes qui viennent flanquer deux bandes un peu plus larges et une bande au milieu. Donc à la fois un projet symétrique et en même temps un projet très asymétrique par ses usages, mais qui en tout cas cherche à cultiver cette idée qui nous plaît beaucoup de la façade épaisse et de l'éclectisme possible de la façade épaisse. Là, je vais passer un petit peu plus vite sur ce dernier projet pour aller juste à la conclusion. 45 minutes déjà, j'ai encore 5 minutes de conclusion. Mais simplement, pendant ce chantier, c'est là que les choses, c'est des dessins qu'on a fait assez récemment, un projet à Palaiseau. Et en fait, on s'est plu à nouveau à dessiner par fragments tous les objets qui constituaient les assemblages du projet. Donc on a sélectionné 11 fragments qui sont 11 moments du projet à l'intérieur desquels on est capable d'exprimer la relation entre les différents matériaux, les différents objets, les différents composants, tout ce qui constitue de manière à toujours garder, je vais dire, cet esprit de synthèse qui est cher à la mission de maîtrise d'œuvre complète. C'est quelque chose qui est aujourd'hui aussi remis en question. Je m'adresse beaucoup aux étudiantes et aux étudiants aussi là, de se dire que notre trajectoire, notre désir de construction, il naît aussi beaucoup en réaction par rapport à une tendance qu'auront peut-être à terme nos clients de penser qu'on ne peut pas ou qu'on ne sait pas construire. Et ces dessins-là, ils cherchent, et ils ont été produits par l'équipe, par Sandra Arnaudot, par Pierre Le Petit, par Anaïs Ripchak, ils cherchent, ce sont des dessins de synthèse qui sont presque conclusifs à nos réunions de chantier pour expliquer à quel point l'architecte est le seul
est le seul à être capable de mettre en résonance des questions techniques, des questions de langage, des questions d'espace, des questions de matériaux, des questions de réglementation, des questions thermiques, tous les sujets, nous sommes les seuls à les synthétiser. Et je pense que c'est très important de garder ça. Et c'est dans cette idée peut-être, et c'est à ça qu'on essaye d'appartenir, à cette grande tradition du rationalisme qui est ébranlée aujourd'hui, parce que le rationalisme est peut-être un discours, mais pour nous c'est une histoire de chantier. Et à travers ces dessins, je ne sais pas s'ils sont pas, ils commencent déjà à être un tout petit peu flous, à travers ces dessins, on cherche à démontrer peut-être et à aller au bout de ce qui est pour nous aujourd'hui presque un combat, dans l'idée que les choses, elles doivent rester du côté de la maîtrise d'œuvre, et plus précisément du côté des architectes. Puis tout est devenu flou. Donc en fait, ça, pour nous, c'est la question de l'isolant qui nous intéresse depuis longtemps, parce qu'on a, j'en ai pas parlé, mais construit un certain nombre de projets avec du béton de chanvre. Mais on se rend compte que là où les choses sont très nettes, très claires, quand il s'agit de statique, quand il s'agit d'équilibre, quand il s'agit de parler de la gravité, vous voyez, c'est ce qui régit le monde. Vous voyez, les trajectoires d'Artémis aujourd'hui, elles sont calculées en fonction de la gravité par rapport soit à la Terre, soit à la Lune. Donc tout est construit par rapport à ce sujet-là. C'est très scientifique, très clair, raisonné, rationnel. Mais on a le sentiment que la question de la thermique, la question de l'isolant, et par extension toutes les questions du climat, elle est plus sujet à interprétation. Vous voyez, les choses, elles sont moins évidentes. On n'aura pas tous froid en même temps, on n'aura pas tous chaud en même temps. On sait que tout un tas d'indicateurs portent à croire qu'on aura tous chaud bientôt, mais on peut aussi avoir dans un espace tempéré, pas tout à fait avoir la même réaction à l'humidité. Donc cette idée du rationalisme, elle commence, et c'est ce qui a été une des conclusions du livre qu'on a publié en 2024, Wellness. On s'est rendu compte en travaillant sur cette question de l'isolant que l'idée qu'on se faisait de la rationalité constructive, et pas la rationalité thermique, elle était, ou en tout cas le plaisir de parler de la rationalité thermique était en train de questionner le plaisir qu'on avait de parler de la rationalité constructive. Et ce mot wellness, qui est un mot qui n'existe pas, qui a été proposé par Sébastien Marot, qui est notre collègue à l'ENSA Paris Est, on cherchait à traduire le titre qui s'appelait en français La nécessité du plein. Il a dit essayez wellness parce que ça ne veut pas dire grand-chose et en même temps ça veut dire à peu près ce que vous essayez de faire. C'est assez flou, c'est cette idée du mur comme histoire de protection, comme histoire du mur qui va nous permettre de réinvestir la question de l'isolant, qui va remettre peut-être en scène cet élément, le mur, un peu rejeté par la modernité parce que peu apte à aboutir peut-être les grands désirs spatiaux de transparence totale avec l'extérieur, de manière à ce que l'extérieur pénètre à l'intérieur. Et à travers comme ça cette exploration du composé chaud-chanvre, on s'est proposé de reconsidérer le mur comme peut-être un outil, un élément pertinent pour parler des questions de confort et des questions nécessairement tout de suite après le confort de réduction de la consommation d'énergie pour son maintien. Et donc on a eu une démarche très scientifique, quand même assez rationnelle. Là on est accompagné de Sandrine Marceau, qui est une chercheuse collègue de l'université Gustave Eiffel, qui nous a ouvert les portes de son laboratoire et de ses microscopes à balayage électronique. Et on a aussi suivi les pas de nos super-héros qui sont allés très loin dans la matière, cette fascination pour le chaud-chanvre, et de voir comment, à partir d'une certaine image, eh bien, on pouvait procéder à un certain nombre d'observations et formuler un certain nombre d'hypothèses. Et à partir de ces images, on a commencé à décrire, à regarder avec nos collègues aussi Grégoire et Laurent Mouly, dont je parlais tout à l'heure, et on s'est rendu compte que dans l'isolant chaud-chanvre, eh bien, je passe peut-être un peu vite, mais il y a tout un réseau de porosité qui est lié nécessairement à la pénétration de la sève dans la croissance de la plante, qui fabrique un réseau de cavités et de porosité qui, une fois que la plante est coupée, séchée et mise en ballot, eh bien, il y a tout ce réseau de cavités qui persiste et qui permet justement les vertus isolantes parce que contenant de l'air à l'intérieur de la paroi. Et donc, et le chanvre disposent chacun, sans rentrer dans les détails, de grands réseaux de pores, de tailles de pores, de formes de pores, des porosités qui sont connectées, qui sont isolées, qui sont aveugles, et qui permettent, comme ça, et la pénétration de l'eau, et la pénétration de la vapeur d'eau, et de gérer l'hygrométrie, et de gérer comme ça les différents changements d'état des gaz à l'intérieur de la paroi. Et donc c'est là qu'on a commencé à professer, ou en tout cas à se poser la question mais peut-être qu'il y a des nouveaux types de transparence qui sont ici à l'œuvre. Elles ne sont pas aussi claires que la modernité, ce n'est pas des relations très directes avec l'extérieur, visuelles,
mais ça commence à devenir des transparences plus climatiques, plus phénoménologiques, des espèces de relations qu'on a avec notre climat et qui sont liées précisément avec la perspirance et la porosité du béton de chanvre. Donc là, vous voyez une pièce qui est dessinée, donc on a dessiné en A l'air de l'extérieur, en C l'air de l'intérieur, et en B l'air des parois. Et tout ça devient comme ça une espèce de grande continuité qui commence justement à perdre peut-être ses fondements tels qu'ils avaient été décrits au XIXe siècle par les premiers rationalistes. Et je passe un petit peu, ça c'est un projet qui avait été peut-être l'origine de notre préoccupation par rapport aux chambres, avec ce mur qu'on avait construit en chaux-chambre, donc un bâtiment rue Marx d'Ormois qu'on a livré il y a 3-4 ans, donc qui équilibre à la fois, parce qu'on a fait ces dessins nécessairement après le chantier, et qui équilibre peut-être cette relation avec l'extérieur visuel et en même temps ce plein qui est en chanvre. Donc on ne sait plus à raconter que peut-être que là, il y avait plusieurs transparences possibles. Il y avait la transparence visuelle de la fenêtre, mais il y a aussi cette perspirance et cette porosité de la paroi qui, comme ça, construit un certain type, un nouveau type de transparence. Et donc on a dessiné à nouveau de manière très simple, voilà l'assemblage avec une dalle béton, la paroi chaux-chanvre, une ossature en bois, un enduit à l'extérieur et des panneaux de formacelle contre lesquels sont projetés le composé chaux-chanvre depuis l'extérieur. Et on a convoqué des mots, des nouveaux mots, c'est-à-dire des questions de densité. On a commencé à dessiner, non pas juste avec les éléments visibles, la chose vue, comme l'appelle Heidegger, c'est-à-dire la chose tangible, mais la chose qu'on interprète, la chose qu'on devine. Et quand on commence à représenter l'air, c'est là que les choses elles deviennent un tout petit peu plus floues, un tout petit peu moins dissibles. Donc on a procédé à des dessins qui, à l'inverse de Choisy, procédaient du haut en bas, dans le chemin des charges, là, de gauche à droite, de l'extérieur vers l'intérieur. Évidemment, l'air va partout, mais on voulait dessiner comme ça des éléments plutôt horizontaux pour répondre à notre super-héros à nouveau et lui expliquer que peut-être, si on devait s'intéresser à la thermique, comment est-ce que ça allait potentiellement modifier notre rapport au dessin et la conception du projet. La porosité, donc là, cette fois-ci, la densité de l'air est très faible, la densité du béton est très forte. Les choses s'inversent, puisque la porosité de l'air est très grande, la porosité du béton est très faible. Et quand on zoome, vous voyez ce réseau de lignes parfaitement continues, et c'est simplement la valeur du gradient qui, quand il traverse l'air, le chanvre ou le béton, modifie l'épaisseur du trait. Mais sinon, ce sont des lignes comme ça, parfaitement continues. La conductivité, donc vous voyez tout un champ lexical qu'on a investigué pendant cette exploration, pendant cette recherche. Diffusivité, effusivité, je ne rentre pas dans les détails, mais l'humidité aussi en hiver, l'humidité en été, donc c'est... Tout à l'heure, on était plutôt avec des paramètres, des différents éléments qui constituent l'enveloppe. Maintenant, on est dans les phénomènes, l'humidité, la température en hiver et la température en été. Et voilà, je finirai peut-être sur cette espèce de conclusion en allant assez vite sur cette dernière image où ce qui nous a beaucoup intéressé, justement, c'est cette migration, comme je l'expliquais, depuis cette capacité à dire les choses, comme j'expliquais tout à l'heure, par rapport à des choses qu'on peut dessiner, des choses qui ne sont pas sujettes à interprétation. Tout à l'heure, quand je vous montrais la brique, what you see is what you see, comme disait Smithson, c'est quelque chose qui est direct, qui n'a pas d'interprétation possible. Et cette idée du climat, cette idée de la thermique, elle nous fait migrer vers des choses qui sont plus de l'ordre, comme je le disais tout à l'heure, de l'interprétation, de l'ordre de l'expérience, on va dire. Et pour finir comme ça, avec cette image qu'on aime beaucoup de Nan Goldin, qui avait, on voyait pendant les premiers jours du confinement en 2020 depuis Brooklyn, cette très très belle image qui est une manière comme ça de raconter, ou en tout cas on l'espère, avec beaucoup d'optimisme malgré tout, ces premières recherches sur le climat et sur le confort, à travers les questions de la thermique, en évoquant peut-être que cette question du flou, eh bien, elle est aussi vecteur, comme le montre cette photographie, voilà, peut-être d'une nouvelle manière de représenter le réel et d'adoucir les relations entre les objets et l'air de la pièce. Voilà, merci beaucoup.